14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue en ce jeudi 9 avril 2026. Vous êtes bien sur Sud Radio. La France dans tous ses états, ma chère Maud, oui, elle Bonjour, est dans un drôle Perico. d'état, mais il y a aussi des choses intéressantes à dire et on est toujours plein d'espoir dans cette émission parce qu'on reçoit des gens formidables. Donc Maud, vous êtes toujours à mes côtés, Julien Delmas est On en... sent la lassitude dans votre voix non, quand non, même. non, Si, mais si, c'est un Perico. métier, Vous êtes essoufflé, est là. éprouvante, mais il y a aussi des gages de satisfaction. Et c'est le cas aujourd'hui, on va raconter que des choses positives, à peu près. Et on va peut-être un petit peu se disputer avec Oui. Benjamin Morel que je reçois tout à l'heure. Donc voilà, en gros les sujets du jour. Eh bien, censé préserver la nature et limiter les dégâts du progrès, l'écologie est-elle de gauche? Eh ben, il semblerait qu'elle soit pas si à gauche que ça, puisque son but c'est justement de préserver des choses. Donc, qui dit préservation et conservation, c'est pas forcément une thématique de gauche. Nous en discutons à 12h10 avec François Devoyer, chef d'entreprise agricole. C'est peut-être entre paysans et entrepreneurs. Ça existe, c'est un statut qui correspond à une réalité, et journaliste surtout. C'est notre confrère à la revue Éléments. Les vieux, démerdez-vous. C'est un Je vous petit en peu, prie. écoutez, c'est un peu ce qu'on croit comprendre quand on voit que le gouvernement envisage de priver certains seniors de l'aide à domicile, toujours pour des raisons évidemment probablement pondues par des énarques. Nous aurons l'avis à 12h45 de Guillaume Richard, PDG de All Wiscar. Wicard. Wicard est leader de ce qui est la société leader du service d'aide à la personne. Quand la République française s'émancipera-t-elle enfin de ce jacobinisme qui lui fait tant de mal? Ça, c'est moi qui pose la question, c'est un petit peu éditorialisé. L'Alsace a-t-elle le droit de redevenir une région à part entière? Nous venons d'apprendre hier que le vote avait finalement été adopté. Enfin, l'Alsace, le retour de l'Alsace à son statut de région à part entière a été adopté. Et j'en débattrai de 13 à 14h avec Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public à l'Université de Paris Panthéon-Alsace et auteur de La France en miettes. Vous avez compris, il y aura un Jacobin contre un Girondin. L'ajouterai qui risque d'être passionné, mais toujours sous la bénédiction de l'esprit républicain, bien entendu. Je serai l'arbitre. Et puis, ma chère Maud, eh bien, on aura aussi quelques perles. On va parler de perles. Rémi Le Chat, qui fout le dawa dans le voisinage et qui a fait condamner sa propriétaire. Voilà. Ça vous donne, ça vous met l'eau à la bouche ou pas? Pas du tout, mais Non, vous, pas vous du nous tout. expliquerez ça Ok, avec super, beaucoup je de le vends talent. super mal. Et puis moi, on parlera aussi des élèves, oui. de moins en moins nombreux dans les années qui viennent. C'est un peu le drame du ministère de l'Éducation nationale et c'est vous qui en parlerez tout à l'heure, Perico. On fait plus d'enfants. On fait plus d'enfants. Donc j'ai compris que si on Donc fait plus forcément, d'enfants, il y a il moins n'y a plus d'élèves. d'élèves. Voilà. Je ne savais pas que Bravo. les élèves étaient des enfants au départ. Ah, Mais d'accord, si, très et bien. on va se rendre compte que oui. Voilà. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, Désir d'Alsace, c'est le nom que les parlementaires qui ont voulu redonner à l'Alsace son statut de région avaient pris, Désir d'Alsace, pour ce débat parlementaire. Qui a commencé le 7 avril à l'Assemblée nationale. Il s'agissait tout simplement de faire en sorte que la région Alsace, composée par le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui était une région à part entière jusqu'à la réforme de 2016, retrouve son statut de région, puisqu'elle avait été fusionnée par cette réforme de M. Hollande, cette réforme absurde qui va à l'encontre, j'allais dire, des bonnes règles des territoires français, de l'histoire des territoires, de nos régions, de nos provinces, de nos cultures. Donc la région Alsace, qui avait été intégrée à la région Grand Est, alors il y a Hauts-de-France, Grand Est, des noms ridicules, autant Occitanie et Normandie, ça correspond à quelque chose, et il se retrouvait avec la Lorraine, l'ancienne région Lorraine, l'ancienne région Champagne. Et alors, pour compenser le fait que l'Alsace avait été fusionnée avec ces deux territoires avec lesquels elle n'a pas de lien historique, on avait installé la capitale régionale à Strasbourg. Et des parlementaires, notamment des députés Renaissance, mais soutenus par 97 autres députés à l'Assemblée nationale, ont demandé est-ce que l'Alsace peut retrouver son statut de région à part entière. Elle le mérite. Et le débat était ouvert donc à partir du 7 avril. Alors là, pluie d'amendements de la gauche, les Jacobins qui ont voulu torpiller le projet, qui ont vidé de son sens. Donc le temps des amendements a dépassé celui prévu par le Parlement pour discuter. Et donc à minuit, ça s'est arrêté. Donc continuation du débat hier, mercredi 8 avril, dans une certaine expectative. Pourtant, on sentait qu'il y avait une majorité
de députés favorables à cette résurrection de la région Alsace. Et finalement, Désir d'Alsace a eu gain de cause et l'Assemblée nationale a validé le projet de recréation d'une région Alsace à part entière, de façon à ce que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin puissent reconstituer ce territoire historique. Je veux juste rappeler que l'histoire de l'Alsace, pourquoi une région à part entière? L'Alsace fait partie, comme certains territoires historiques de la France, on pense à la Bretagne, on pense à la Corse qui a déjà un statut à part entière, le Pays Basque aussi, les Flandres. Voilà, l'histoire de France, c'est la composition, le rassemblement par la République et par la monarchie d'abord, la République ensuite, de territoires qui n'étaient pas français au départ. Quand on voit les cartes de l'ancienne France, on a fait la République française et le jacobinisme de la Révolution, guidé par monsieur Robespierre, donc les instants de la terreur, et puis les guerres de Vendée, on a réprimé les particularismes locaux, on a effacé les langues régionales et on a fusionné le peuple français dans une unité d'homo jacobinus. Malgré tout, les tempéraments et les esprits et les mémoires ont résisté. Et donc, l'Alsace retrouve son statut. N'oublions pas qu'elle avait été annexée à la France par Louis XIV au traité de Westphalie en 1648, reconfirmé en 1715. Et ensuite, il s'est passé quelque chose d'hallucinant. En 1870, la guerre est provoquée par Bismarck et le Kaiser allemand pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Napoléon III est vaincu à Sedan. L'Alsace-Lorraine devient l'Alsace-Moselle intégrée à l'Empire allemand, avec des députés au Reichstag. 1870-1918. En 1918, victoire de la guerre de 14-18. Les Français, Clémenceau, Poincaré, reprennent Strasbourg. On réintègre la région Alsace à la République française, en lui gardant quand même son statut du Concordat et surtout le statut de la sécurité sociale que Bismarck avait fait, qui privilégiait les Alsaciens. 1940, les Allemands reviennent. Hitler réannexe l'Alsace, réintègre au Reich, au Troisième Reich, donc de 40 à 44, et en 44, libération, et l'Alsace sort du Troisième Reich et redevient une région française pour devenir une région avec la réforme régionale de 1989. Il est normal que les Alsaciens aient voulu préserver cette spécificité. Il y a une culture, il y a une langue alsacienne qui est une langue germanique, il y a des traditions, il y a un savoir. C'est une région formidable. Ce sont des citoyens exemplaires. Il n'y a pas plus patriotes que les Alsaciens. Voilà. Et ils se trouvaient pas très à l'aise avec les Champenois et les Lorrains, pour lesquels on a beaucoup d'admiration et d'affection. Mais nous trouvons légitime, que l'Alsace retrouve son entité territoriale dans une administration républicaine, et puis peut-être qu'elle aura un jour un statut. Rappelons juste qu'il y a eu un référendum pour la fusion des deux départements, mais comme Colmar avait peur de passer sous le joug de Strasbourg, le référendum avait été repoussé par les Alsaciens. Aujourd'hui, on retrouve la légitimité historique, la République se porte bien, et les Jacobins n'ont qu'à aller boire une bière, et puis manger de la saucisse de Strasbourg s'ils sont pas contents. Les Jacobins, nous, pour l'instant, à Sud Radio, je dis pas qu'on est girondins, mais on est quand même sensible aux identités régionales, aux particularismes locaux, et nous sommes des citoyens de la République et de fervents patriotes. Nous donnerons notre vie sur la patrie. Pas besoin du général Mandon pour aller se faire tuer pour la France. Merci, je vous en prie. Et on aime la bière et la saucisse. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. On est en direct jusqu'à 14h. Je vous propose de disserter sur une question. L'écologie est-elle de gauche, voire d'extrême gauche? On en parle en direct dans un instant avec François Devoyer. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. L'écologie est-elle de gauche, voire d'extrême gauche? Depuis plusieurs années, Europe Écologie Les Verts s'en est attribué le monopole, mais c'est aussi parce que la droite lui a laissé le champ libre. C'est sans compter les innombrables lobbies, une influence ingérable dont on va parler aujourd'hui avec un chef d'entreprise du secteur agricole. Il est également journaliste pour la revue Éléments. Bonjour François Devoyer. Bonjour Maud, bonjour Perico. Bonjour François Devoyer, merci d'être en direct et en studio ici sur Sud Radio. J'aime bien la façon dont Maud vous a présenté, chef d'entreprise dans le secteur agricole. Ça veut dire qu'on peut être à la fois paysan et on est quand même un entrepreneur. Exactement. Et c'est tout l'enjeu du débat agricole français. La loi d'agroécologie de Stéphane Le Foll prévoyait en disant attention, c'est quand même des chefs d'entreprise, il y a des enjeux économiques. Le durable, oui, mais il faut que ce soit rentable et durable. Voilà. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, l'écologie est au cœur de ce débat. On s'en est emparé. C'est devenu une idéologie, une source de conflit, des anathèmes sur les paysans qui sont des pollueurs, d'autres qui sont au contraire des défenseurs un peu idéologues, selon les syndicats auxquels ils appartiennent, de la nature absolue. Mais la nature, elle est méchante, elle est cruelle, c'est pas quelqu'un de gentil. Donc voilà, je voudrais faire le point avec vous. J'allais dire le bon sens, équilibrer le bon sens paysan. Est-ce qu'on peut être chef d'entreprise et en même temps un paysan à part entière qui cultive la terre, qui élève des animaux? Et est-ce que aujourd'hui l'écologie, finalement, c'est plutôt une valeur de préservation, de conservation, de transmission? Or, elle est aux mains, sur le plan politique, elle est aux mains de partis très à gauche, très idéologisés. Où est le juste milieu?
Ah, il est toujours délicat à trouver. Qu'est-ce qu'un vrai écologiste? Est-ce qu'il a une couleur politique? J'ai une formule. L'écologie est de droite quand elle protège un héritage et elle est de gauche quand elle combat une prédation. Elle devrait être de gauche et de droite naturellement. Elle devrait faire plus qu'aucun autre sujet compromis et consensus. L'ennui, c'est qu'elle a été captée, l'écologie, ce souci de la nature, finalement, a été capté dans les années 70 par la gauche politique et a été finalement stérilisée, rapetissée et globalisée à la fois, c'est-à-dire qu'on l'a transformée en monstre et on se retrouve aujourd'hui avec une droite qui a abandonné totalement le champ de l'écologie à la gauche. Sur quelle base? Le progrès industriel est une démarche capitalistique. Exactement. Donc le capitalisme, c'est l'ennemi de l'écologie puisque c'est lui qui pollue avec l'industrie et qui transforme nos campagnes en usines. Donc l'écologie est de gauche. Eh ben c'est un sophisme. Et la droite s'est contentée de gérer les externalités négatives, c'est-à-dire on gère les pollutions, les dégâts, mais on ne pense pas, et en particulier je pense qu'une planification serait nécessaire si on pense à l'agriculture, on ne pense pas au temps long, on ne pense pas justement à la préservation du patrimoine, des paysages, à la beauté tout simplement, parce que c'est peut-être là la source de toute écologie, c'est la sensibilité littéraire et esthétique à la contemplation de la nature. Pourtant, vous vous souvenez, vous êtes jeune. Moi, j'étais gamin en 74. Il y avait René Dumont, un des premiers candidats écologistes à la présidentielle. Tout à fait. Voilà, il posait, il faisait son allocution de campagne électorale. Assis sur une table, il y avait une pomme. Et puis ensuite, on a eu le premier leader politique qui a vraiment marqué le paysage, qui était Brice Lalonde. Et qui n'était pas à gauche. Il était centre droit. Il est toujours là. D'ailleurs, on va le recevoir le 15 avril. Sud Radio organise le printemps de la planète, et il viendra témoigner des débuts de l'écologie politique pour constater qu'elle est allée peut-être un peu au-delà de sa vocation initiale. J'écouterai attentivement, et vous parlez de 1974. On oublie souvent qu'avant même 1974, il existait une écologie politique qui était portée par des hommes de droite. Je pense en particulier au discours de Chicago de Georges Pompidou. Absolument. Avec une citation véritablement sublime, qui pour moi devrait être le manifeste écologique de l'ensemble des partis politiques en France. L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Elle est, la nature, un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger. La formule est superbe, pour que la terre demeure habitable à l'homme. Bien sûr. Que la terre demeure habitable à l'homme. Et du coup, je me souviens, avant lui, le général de Gaulle, au discours de Bayeux en 1946, une seule phrase: et surtout veillons à préserver notre bonne vieille mère, la terre. Il avait déjà conscience que le progrès industriel pouvait mettre la ressource, pouvait mettre l'environnement en danger. Tout à fait. On en est où aujourd'hui? Alors, il y a des partis politiques, il y a des partis écologiques, ils ont fait quelques triomphes, ils ont conquis des grandes villes de France, et finalement, quand on les entend bien, on parle rarement de pâquerettes, de on ne fumier. Parle jamais d'écologie, ces gens ne parlent pas. On parle de droits sociaux, on parle d'immigration, on parle de conquête sociale, on parle de conflits, on parle de fascisme, on parle de... C'est terrible. Exactement. Mais pourquoi la droite ne réagit-elle pas dans ce cas et ne s'empare-t-elle pas du sujet? En fait, elle refuse d'entendre qu'il y a un enjeu climatique, il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu en termes de biodiversité, de pollution. Cet enjeu est absolument... il dépasse tous les clivages. Exactement, il devrait dépasser tous les clivages. Ensuite, on peut avoir une approche plutôt conservatrice ou plutôt progressiste. Mais... Et face à cet enjeu, justement, il y a un déni de la droite qui laisse finalement la nature être mutilée. Tout comme, et vraiment c'est un déni pour moi miroir, un déni semblable à celui de la gauche sur les questions migratoires et démographiques. C'est très intéressant de voir que les raisonnements sont les mêmes. Ça s'appelle des tabous. Ça s'appelle des tabous. Exactement. Et la droite a transformé l'écologie en tabou. Elle ne veut pas s'en occuper, elle ne veut pas en parler, ou alors vraiment de manière très très accessoire, très superficielle. En privé, les élus de gauche vous avouent très volontiers qu'il y a un problème avec l'immigration, avec la délinquance. Tout à fait. En faisant quelquefois un lien de l'un à l'autre. À droite, les responsables vous disent bien sûr qu'il faut préserver les cultures, bien sûr, mais c'est essentiel. On a besoin de produits phytosanitaires pour certains types d'agriculteurs qu'il faut exporter, où la productivité est essentielle, mais en même temps, on peut pas tous prémettre. Et si on veut préserver la source pour les générations à venir, il faut faire attention. Mais ça reste de la conversation privée. Exactement. Pour le reste, c'est du tabou. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas opérant électoralement, ça n'est pas utile, ça ne leur fait pas gagner de voix. Enfin, heureusement qu'on ne fait pas... Il n'y a pas de droite écolo à aller chercher. À l'heure actuelle, elle est infinitésimale. Si ce n'est que les électeurs écologistes qui votent écologique, Europe Écologie Les Verts depuis longtemps se rendent compte
que, j'allais dire, la mission, la dimension écologique de ce parti politique est assez réduite et que finalement, là, il s'en retourne. Et là, les écologistes sont en train de perdre de la voix parce qu'ils ne font plus de l'écologie, ils font la politique de gauche. François de Voyon va appliquer les lois agricoles. Stéphane Le Foll, en 2014, la loi d'avenir, c'était une loi sur l'agroécologie. C'était un ministre de gauche socialiste. Il a fait la totalité du quinquennat de François Hollande. C'était un ingénieur agronome. C'est un ingénieur agronome. Il a mis en place cette loi qui avait été votée très consensuellement à l'Assemblée nationale en septembre 2014, où il disait bien, l'agroécologie, bien sûr, il faut préserver l'environnement, mais n'oublions pas que les agriculteurs, ce sont d'abord des hommes d'entreprise qui conduisent des agricultrices, des hommes d'entreprise. Donc, faut concilier le durable avec le rentable. Exactement. C'était ça la prise. Et là, la loi d'Adam Genvar et la prochaine loi qui va sortir, plus les lois du plomb, on envoie totalement à la poubelle. Je vous disais tout à l'heure en antenne, on jette le bébé avec l'eau du bain. Oui, il faut peut-être rétablir un peu les équilibres. Il y a des produits phytosanitaires dont on a besoin pour certains types de cultures, mais on peut pas comme ça se débarrasser de 20 ans de conquête environnementale et les jeter à la poubelle. Entendu. Et puis c'est un manque d'ambition absolument effarant face à la crise agricole, et vous le savez mieux que personne, qui est tragique aujourd'hui. On va sans doute connaître la 3e année pour la majorité des exploitations de déficit ou en tout cas d'angoisse permanente. Là, je connais des agriculteurs qui préfèrent, qui sont au bout du rouleau et qui là réfléchissent à laisser leur exploitation en friche l'année prochaine parce que l'inconnu est tel sur le prix des intrants, des engrais, qu'ils soient phosphatés ou azotés, que ils hésitent même à travailler leur terre l'année prochaine. Vous vous rendez compte du symbole ? C'est absolument dramatique. On va cesser d'exploiter la terre parce qu'on n'est pas sûr de vendre nos produits au moment où nous savons que pour la première fois, la France a importé plus de produits alimentaires de l'étranger qu'elle en a produit sur son sol alors qu'elle a toutes les capacités. Pour utiliser une expression paysanne, on marche bien cul par-dessus tête. Là, et dire qu'on était le grenier de l'Europe pendant des siècles même, puisque dès le XVIIIe siècle, c'était la grande puissance française, c'était celle de pouvoir nourrir ses habitants, mais exporter par ailleurs et en faire une richesse. Il y avait d'ailleurs sur le plan agricole, mais également, parce qu'on l'oublie souvent, mais sur le plan forestier, une gestion de très long terme. La forêt de Tronchet ou la forêt de Rambouillet, elles ont été protégées et plantées en futaie de chêne déjà au XVIIe siècle, à l'époque de Colbert. Des monuments naturels qui font partie des gloires de la France. Parce qu'en Europe, et c'est le problème d'ailleurs de l'influence de l'écologie américaine, nous avons une vieille histoire de paysages transformés, apprivoisés par l'homme. En Europe, l'écologie est un combat qui a des allures d'accouplement entre l'homme et la nature. C'est pas du tout le cas de l'autre côté de l'Atlantique. En France, nous n'avons que 2 microscopiques forêts primaires. Tout le reste du paysage a été façonné par l'homme depuis le néolithique. On le voit sur le débat sur les rivières. Les écologistes veulent réguler, on casse les déversoirs, on casse les moulins. Il faut redonner au cours de la rivière son passé naturel tel qu'à l'ère secondaire, c'est-à-dire un petit ruisseau en été, un torrent en hiver. Et c'est précisément le fait qu'on ait fait des barrages tous les 2 kilomètres et des moulins, ça a créé ce paysage, cet environnement. Exactement. Les rivières, les chemins de halage ont disparu, les bords de rivières aujourd'hui sont livrés à la broussaille et c'est triste pour tout le monde. François Levi, vous parliez tout à l'heure du déni de la droite au sujet de l'écologie, parce que la question de base de cet entretien, c'est l'écologie est-elle de gauche ? La gauche, est-ce qu'elle n'a pas fait de l'écologie une espèce de symbolisme ? Est-ce qu'elle ne traite pas l'écologie comme un symbole ? Et est-ce que finalement, ça n'a pas transformé l'écologie en écologisme qui a tué l'écologie dans le débat public et dans le débat politique ? Tout à fait, c'est un totem et surtout elle se l'est appropriée. Elle dénie à tout autre qu'elle-même de pouvoir évoquer le sujet et surtout elle considère que justement, comme le disait Perico, le fait de réfléchir à une entreprise durable quand on parle d'agriculture, ça n'est pas simplement le paysan boulanger qui vit sur une micro-surface. Il vit de son travail, le paysan. Exactement, il a besoin de vivre de son travail. Et de faire des bénéfices au long terme. Or, le mot bénéfice est une affreuse insulte aux yeux de la gauche écologique actuelle. C'est tout de même dramatique de ne pas raisonner surtout. On devrait pouvoir, en France, on aurait cette culture de raisonner sur le long terme. C'est ce qui nous manque aussi. Je vais vous citer un exemple étonnant, mais la Chine aujourd'hui est un exemple à suivre sur bien des sujets en matière d'écologie. Ça peut sembler aberrant, et le travail effectué est hallucinant, exactement, mais parce qu'ils ont le temps long, et c'est ce qui nous manque. C'est sûr qu'on voit en agriculture, les lois sont détricotées aussitôt qu'elles sont votées, elles sont des micro-mesures, c'était le cas de la loi du plomb, qui n'est franchement pas à la hauteur des enjeux. Qui parle de la formation des agriculteurs ? Ça prend un temps fou. Moi j'ai été bachelier agricole il y a 2 ans.
je vous assure qu'il me faudra encore plusieurs années pour me former à être réellement agriculteur. Un peu comme le numerus clausus des médecins, vous savez, on s'est rendu compte 20 ans après, ça prend un petit peu de temps de former un médecin. C'est la même chose pour l'agriculture. On va perdre la moitié de nos agriculteurs demain pour les reformer. Et pour les reformer, malheureusement, l'IA ne suffira pas. Il faut des hommes. C'est un des rares domaines où l'humain restera au cœur des exploitations. Alors qu'on a en France une science agricole prodigieuse qui s'appelle l'agronomie, avec des ingénieurs agronomes et qui sont absolument exceptionnels. Mais vous savez, François de Voyer, quand on a un écologiste qui voit un paysan qui gagne de l'argent, c'est suspect. Un paysan, s'il respecte l'environnement, il doit être pauvre. Voilà, ils ont du mal à comprendre qu'on peut à la fois respecter l'environnement et gérer son entreprise de façon positive. Et pour cela, il faut s'adapter au terroir. C'est-à-dire qu'il est naturel dans les grandes plaines de la Beauce qui existent depuis... Déjà, Rabelais en parlait de ces zones plates et fertiles. Comme est Beauceux, c'est ce qu'il dit à sa jument quand il traverse ce paysage. Eh bien, on devrait pouvoir accepter qu'il y a une agriculture en France qui est productiviste, qui exporte et qui forcément emploie de la chimie, des intrants. Une agriculture biologique, j'allais dire exceptionnelle en termes de qualité de production, et puis une agriculture intermédiaire qu'il faut aider, parce que c'est aussi le gros mot. On est passé de 44% de subventions au niveau de l'OCDE à l'agriculture à 25% de la valeur agricole. Et en fait, contrairement à ce qu'imaginent les gens, les agriculteurs européens sont très peu aidés. Un agriculteur français est aidé 3 fois moins qu'un Norvégien, 2 fois moins qu'un Suisse et presque 20 ou 30% de moins qu'un Américain. La raison de plus qu'il retrouve son espoir et son énergie dans le marché intérieur. Merci François de Voyer d'avoir été aujourd'hui sur Sud Radio, d'avoir témoigné sur ce formidable engagement en disant attention, l'écologie ne fait pas forcément du bien à l'agriculture. Merci Perico. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un instant, les perles et vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Face à la hausse des arrêts maladie, le Conseil de l'assurance maladie appelle le gouvernement à trouver des solutions consensuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les solutions consensuelles, ça veut dire que le gouvernement demande aux instances, tout simplement, de bien penser qu'est-ce qu'un arrêt maladie, les conséquences, est-ce que c'est toujours justifié, le corps médical, est-ce qu'il doit donner des arrêts maladie de façon aussi catégorique, et ensuite, je pense qu'inévitablement, on arrivera à un moment donné sur la rétribution, le temps de l'indemnité de l'arrêt maladie, et surtout des codes, j'allais dire, médicaux, qui font qu'avant de donner un arrêt maladie, on sait que c'est un débat énorme aujourd'hui dans la société française au niveau du social, parce qu'on considère quelquefois il y a des arrêts maladie, on va pas parler de fraude, on va pas parler d'abus, mais quelquefois qui vont au-delà de ce que la raison suggère, et il y a beaucoup de gens qui se mettent systématiquement à l'arrêt maladie dès qu'il y a un problème. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes des choses fragiles, les susceptibilités, voilà. Alors le travail est devenu de plus en plus éprouvant, les patrons sont de plus en plus difficiles, donc on est vite déprimé. Et donc, les arrêts maladie se multiplient, un peu comme une solution sociale. J'échappe au monde et je me mets en arrêt maladie. Souvent, les gens vous le disent, puisque c'est comme ça, je vais me mettre en arrêt maladie, comme s'ils avaient la certitude. Il y a la facilité de se mettre en arrêt maladie, et puis il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Voilà. Donc, de façon consensuelle, ça veut dire qu'il va y avoir, sans parler d'états généraux, mais probablement des tables rondes, et on essaiera de faire en sorte que l'arrêt maladie devienne le plus exceptionnel possible et ne soit, accordé que sur une situation médicale totalement établie. Le débat est ouvert. Un conflit de voisinage s'éternise depuis plus de 2 ans à cause d'un chat. Miaou. L'affaire de Rémi le chat touche à sa fin. Depuis plus de 2 ans, à Agde, dans l'Hérault, il défraie la chronique judiciaire. Ce chat roux fait l'objet d'un litige entre sa propriétaire, une enseignante retraitée, et son voisin, un artiste peintre. Le voisin dénonce des intrusions répétées du félin sur son terrain et des dégradations, y compris à l'intérieur de sa maison. Alors, le 17 janvier 2025, la propriétaire avait été condamnée à empêcher son chat de pénétrer sur la propriété de son voisin, sous peine d'une astreinte de 30 € par jour. Elle a également été condamnée à verser 450 € de dommages et intérêts. Et figurez-vous que mardi, le tribunal judiciaire de Béziers a finalement ramené à 100 € la somme à verser. Ça fait cher la balade chez le voisin. Alors voilà une affaire qui a pris des proportions insensées, mais c'est toujours mieux qu'un coup de fusil. Trouvez pas ? Écoutez, j'espère que ça va s'en sentir là, mais sinon le chat peut finir à la casserole aussi. Non, c'est compliqué, vous pouvez pas interdire, ça, à moins de l'enfermer, quoi. Mais ça arrive chez tellement de personnes. Nous, à la campagne, c'est pareil, quoi. On va pas porter plainte parce qu'il y a un chat qui vient chez nous. C'est un drame ancien. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, et le père Lustucric qui lui a répondu, la mère Michel, ton chat n'est pas perdu. En fait, il est en train de bouillir dans la casserole. Voilà.
En France, les écoles, collèges et lycées vont perdre 1,7 million d'élèves d'ici une dizaine d'années, Perico. D'ici 2035, l'école va devoir s'adapter. 1,7 million d'élèves en moins, ça veut dire des enfants en moins. Ben oui, ça suit la démographie. Ça veut donc dire suppression de postes de professeurs et suppression de classes. Traumatisme dans l'éducation nationale, il va falloir s'adapter. Rien que dans le département de la Seine-Saint-Denis, il va y avoir 284 classes en moins d'ici 2035. Et des postes d'enseignants en moins, donc des emplois en moins. Est-ce que l'éducation nationale pourra continuer à faire face à sa mission éducative avec des enseignants en moins? En même temps, effectivement, si la population scolaire se réduit, est-ce que les classes vont être un petit peu plus petites avec moins d'élèves? Et voilà, il faut penser à tout ça. C'est pas facile parce que ce ministère est toujours confronté à des gestions de personnel, à des crises évidemment, parce que c'est un métier difficile, c'est un métier éprouvant. Et là, en plus, il faut aussi supprimer des postes. On sait la susceptibilité des syndicats français, des syndicats d'enseignants. Donc voilà, le futur ministre de l'Éducation nationale qui sortira du gouvernement de 2027 aura, à mon avis, beaucoup de pain sur la planche. C'est un sujet épineux. Surtout l'école de la République, c'est essentiel qu'on ne se plante pas une fois de plus. Toutes les réformes qui ont été menées jusqu'à présent ont été catastrophiques. Les études PISA, c'est l'effondrement total. Il y a des spécialistes qui vous disent que c'est devenu la fabrique du crétin. Espérons que cette réduction démographique permettra de redistribuer les cartes et de mettre les points sur les i. Début novembre, un banquet du Canon français avait été annulé sous pression de l'extrême gauche en Ille-et-Vilaine et ça pourrait se reproduire à Caen dans quelques jours. C'est quoi le Canon français, Perico ? Le Canon français est une initiative qui est faite par les amis de Pierre-Édouard Stérin, qui est un milieu conservateur catholique. Les gens disent c'est l'extrême droite. C'est tout simplement des jeunes qui se rassemblent et qui ont envie de célébrer le patrimoine alimentaire français, territorial, régional. On boit du vin, on mange du pâté, voilà, on se met un béret. On fait travailler les artisans locaux. Et on met en valeur le patrimoine local, on fait travailler les artisans locaux. C'est tout à fait sympathique, c'est pas une dérive, c'est pas un meeting politique. Voilà, c'est des gens qui croient en des valeurs, qui ont une certaine idée de la France, ils font du mal à personne, on ne fustige personne et on se rassemble pour partager dans un moment de convivialité et d'amitié les gloires alimentaires traditionnelles du terroir français. Donc voilà, il y a des susceptibilités. Alors à Perpignan, vous vous souvenez, Indochine voulait pas y aller parce que la commune était passée au Rassemblement national avec Monsieur Loualiou. Donc on prive les habitants de Perpignan d'Indochine. Et là, c'est non, on veut pas du canon. Le canon français, mais vraiment. Pour le coup, il n'y a jamais eu une seule dérive. Il n'y a pas eu une seule polémique avec le canon français. Le Parti communiste fait une fête qui s'appelle la fête de l'UMA tous les ans, qui est une fête idéologique. Tout le monde va, la droite, la gauche, et tout le monde y va. Même les gens qui sont pas communistes, on est reçus, on fait bien. Et bien là, figurez-vous que le prochain canon français, on parlait d'Alsace tout à l'heure, il aura lieu à Strasbourg. C'est un bonheur et les Alsaciens sont ravis d'accueillir le canon français. Alors je ne sais pas s'ils boiront du rouge, ils boiront peut-être du Gewürztraminer, du Riesling, il y aura peut-être du Knack. Je crois qu'il y a beaucoup. Mais oui, le patrimoine gastronomique alsacien, mais c'est un trésor absolu. Les bretzels. Et des bretzels, voilà. Écoutez, un jour, je demanderai à Patrick Roger et à Jean-Marie Bordry qu'on délocalise à Strasbourg. Mais partout. Ne faisons pas de jaloux et allons avec Julien goûter Delmas, tout ce qui se fait en France. Emmanuel Galasso et vous, on mettra la ville dans un drôle d'état. Ça sera Strasbourg dans tous ses états. Voilà. Une belle histoire cette fois avec un SDF embauché par l'enseigne devant laquelle il faisait la manche. Vous vous rendez compte, il mendiait. La patronne de c'est un quoi comme boutique, c'est un Action, c'est un Action, mais oui, on n'en disait pas beaucoup de bien la dernière fois. Écoutez, là c'est une belle histoire. Il mendiait quelques pièces, on lui a donné un travail. Rony, 41 ans, vient d'être embauché en CDI au magasin Action de Launaguet, au nord de Toulouse, après avoir fait la manche devant pendant des mois. Il avait déposé son CV à l'entrée du magasin et ça a payé. Il est désormais chargé de ranger les rayons, parfois tenir la caisse. Bref, un job qui responsabilise et qui humanise surtout. Le soir, alors malgré tout, Rony dort encore dans une tente qui est située dans le réduit désaffecté d'une maison abandonnée. Il cherche un logement, donc appel aux propriétaires, sait-on jamais. Si vous avez un logement à louer à petit prix à Toulouse ou autour de Toulouse, Rony vous attend et a besoin de vous. C'est une histoire magnifique parce qu'effectivement, les SDF sont un drame. Je crois que M. Macron, à son élection en 2017, avait dit à la fin de mon premier quinquennat, plus de SDF dans les rues. Plus de SDF. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas dû disparaître, qui ont été multipliées par 12. Il devait aussi effacer les causes qui faisaient que les Français votaient pour l'Assemblée nationale. Elles ont été multipliées par 10. Donc voilà, en tout cas, c'est cette symbolique formidable, surtout de cette commerçante
qui n'était pas obligée. Elle donne sa chance à cet homme. Finalement, ça se révèle extrêmement positif. Alors, est-ce que tous les SDF sont sans domicile fixe, sont-ils susceptibles de retrouver leur vie normale? C'est pas sûr. Mais ça veut donc dire qu'il y a ceux qui sont vraiment dans une situation de détresse absolue, de fracture totale avec le monde, et on voit bien, et ils sont pris en charge quelquefois, mais il y en a quand même beaucoup trop en France, et on voit que ça, quelquefois, c'est des situations qui sont intenables pour un pays comme la République française, pour quand même une puissance mondiale. Et par contre, il y en a ceux qui demandent qu'un petit geste pour se réinsérer dans la société, qui sont prêts à travailler. Donc rien n'est jamais perdu. Alors, est-ce que cet exemple-là pourrait servir au service public, au pouvoir public, pour dire, on va les examiner un par un, et aujourd'hui, il y a des postes qui sont pas fournis parce qu'il y a des travaux que les Français veulent pas faire. Peut-être que si on se met autour d'une table et qu'on réfléchit, il y a peut-être des gens qui sont sans domicile fixe, qui ne demandent qu'à se réinsérer dans la vie normale et qui seraient ravis de trouver même un petit boulot, enfin une activité qui leur rende leur dignité, leur honneur. Je pense qu'en France, on pourrait réfléchir à cette question, et je crois qu'il y a suffisamment de gens courageux, comme cette patronne de magasin Action, pour pouvoir vivre l'expérience et tenter de récupérer des gens qui ont besoin d'aide. Et puis le printemps, l'enseigne française emblématique a annoncé hier la suppression de 229 postes en France. On a beaucoup parlé ces derniers temps des grands magasins parisiens avec l'arrivée de Chine au bazar de l'hôtel de ville. Ils sont tous en difficulté. Là, le printemps, c'était un symbole. Ma grand-mère, c'était le printemps. J'avais une grande-tante, c'était au contraire les Galeries Lafayette, qui sont des institutions. Et voir aujourd'hui qu'ils sont obligés de fermer avec suppression de postes, ça veut dire que le mode de consommation est différent. Ça veut surtout dire que la concurrence des produits étrangers, notamment vendus en ligne, est une catastrophe pour le commerce de proximité, parce que les grands magasins parisiens, c'est quand même du commerce de proximité, mais à grande échelle. Voilà. Et si le printemps, au cœur de Paris, se met à réduire sa superficie et à supprimer des emplois, c'est quand même un signal pas du tout bon, très 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 mauvais pour l'économie française, pour notre vie sociale, pour notre lien social et pour l'activité économique d'une ville comme Paris. Espérons que ces souffrances, que ces tragédies permettront à la classe politique de prendre les mesures qu'il faut. Voilà, il y a d'autres choses à fermer en France, il y a d'autres activités économiques à supprimer, et il y a des produits de consommation qu'on ne devrait pas trouver chez nous parce qu'ils n'ont rien à y faire, si ce n'est détruire nos emplois et notre industrie et sauver des institutions comme le printemps. Une partie de nos aînés sera-t-elle bientôt privée d'aide à domicile? C'est une vraie question qu'on va traiter dans un petit instant, et on attend vos appels, vos réactions, parce qu'on est tous concernés. 0826 300 300 pour intervenir en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Une partie de nos aînés sera-t-elle bientôt privée d'aide à domicile? Le gouvernement prévoit de repousser l'âge auquel les personnes nécessitant une aide à domicile pourraient bénéficier d'une exonération de cotisation patronale de 70 à 80 ans. Une disposition prévue dans la loi Finances pour 2026 qui risque de pénaliser de nombreux Français. On en parle avec le patron de WeCare, leader des services à la personne en France, Guillaume Richard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume Richard, merci d'être en direct aujourd'hui sur Sud Radio pour nous parler de ce sujet essentiel qui est l'aide à la personne, et en particulier aux personnes âgées. On voit bien qu'il va y avoir des restrictions économiques ou budgétaires de la part d'un gouvernement qui a l'air moins soucieux des anciens que des seniors que des jeunes. C'est quelque chose que vous voyez venir depuis un moment. Ça fait longtemps qu'on est en train de dire qu'il faut réduire les aides sociales à la personne. C'est une conséquence de la faillite de la France, ou c'est une nouvelle idéologie qui s'installe chez nos gouvernants? Alors, je ne pense pas que le gouvernement aujourd'hui cherche à réduire les aides pour les aînés, pour les personnes âgées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que l'on soit une personne âgée, qu'on soit une personne en situation de handicap ou qu'on soit un jeune enfant, il y a des aides qui existent et qui permettent de faire appel à ces services de façon déclarée. Donc c'est la PCH, la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées, la PAL pour les jeunes enfants, la prestation d'accueil du jeune enfant, ou en ce qui concerne les personnes âgées, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et cette APA, elle ne bouge pas. Ce qui est prévu aujourd'hui de faire, ce que le gouvernement prévoit de faire évoluer, c'est une exonération de cotisation sociale qui concerne 100% des personnes au-delà de 70 ans, et uniquement les personnes au-delà de 70 ans, totalement indépendamment de leur situation. Que vous soyez dans une pleine forme physique ou que vous soyez dépendant, vous bénéficiez de cette exonération. Et donc,
le vrai point, en réalité, c'est pas tant est-ce qu'on va supprimer pour les plus de 70 ans. En fait, il faudrait concentrer ces aides pour les personnes qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les personnes qui sont dépendantes. Donc, le point majeur, c'est pas une question d'âge, c'est une question de... on a des aides qui servent, qui permettent aux personnes qui en ont réellement besoin de faire appel au service à la personne, et ces aides sont faites sous forme d'allocations, de prestations qui sont versées en fonction du niveau de dépendance, du niveau de fragilité de la personne. Et puis après, comme tout à chacun, une personne qui a 70, qui a 80, qui a 85, qui a 90 ans, si elle est en pleine forme, eh ben, elle bénéficie exactement des mêmes dispositifs qui est le crédit d'impôt de 50% sur toutes les dépenses effectivement supportées par les clients dans le cadre des services à la personne, et qui divise la facture effective payée par le client par 2, et qui en fait a un dispositif, lui qui n'est pas un dispositif pour permettre de faire appel à ces services à la personne, c'est un dispositif pour que les gens déclarent leurs prestations plutôt que les fassent passer dans du travail non déclaré. Guillaume Richard, quelle est la véritable raison de cette réforme? Je vous le posais au départ, c'est uniquement économique ou c'est une façon de repenser, de rééquilibrer les aides à la personne? C'est une nouvelle philosophie ou c'est une adaptation à une situation économique douloureuse? Alors, à la fois, c'est une adaptation à une situation économique qui est compliquée, mais c'est aussi le recentrer les aides sur les personnes qui en ont vraiment le plus besoin. Et c'est pas parce qu'on a plus de 70 ans aujourd'hui qu'on est dépendant. Claire, et donc, bien sûr. Et donc, se dire, on va concentrer les aides sur les personnes qui ont vraiment besoin de ces aides, c'est-à-dire les personnes qui sont dépendantes à travers des allocations spécifiques. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est effectivement ce que ça fait. Et par contre, le crédit d'impôt qui, lui, est accessible à 100% des Français, c'est un dispositif qui, lui, est à destination sociale, qui permet à chaque client, chaque consommateur de service à la personne, de déclarer et de faire en sorte que le coût du travail déclaré soit équivalent à celui du travail non déclaré. Donc, c'est un dispositif avant tout social pour faire en sorte que les personnes intervenant à domicile soient déclarés, non pas et bénéficient de droits sociaux. Quel organisme, quelle entité, quelle autorité va décider des critères et des paramètres qui font qu'on attribue à telle ou telle personne tel type de prestation? Ce sont Alors aujourd'hui, c'est vraiment très clair. Il y a une grille qui s'appelle la grille Agir, avec 6 niveaux qui déterminent le niveau de dépendance de la personne. Et en fonction du niveau de dépendance, vous bénéficiez d'une allocation personnalisée d'autonomie. Et cette allocation personnalisée d'autonomie est une prestation qui est universelle. Universelle, c'est-à-dire que 100% des Français y ont droit. Alors, pas tous dans les mêmes proportions, que si vous êtes très riche, vous n'allez avoir que 10% de prise en charge. Mais si vous faites partie des personnes les plus modestes, vous pouvez avoir jusqu'à 100% de prise en charge par la collectivité, par la solidarité publique, qui fait que si vous êtes une personne âgée dépendante sans ressources, la solidarité française va venir à votre aide et va prendre en charge 100% de vos dépenses liées à votre dépendance. Vous voyez, on n'est pas en train de remettre l'essentiel en cause. C'est un changement avec, par ailleurs, à mon sens, pas un bon point, c'est-à-dire qu'on parle de l'âge alors que c'est pas l'âge qui est important, c'est le niveau de dépendance qui est important. Ça, on a bien compris. Vous-même, Guillaume Richard, en tant que PDG de WeCare, vous trouvez ces normes et ces codes qui sont adaptés, qui correspondent à la réalité, ou ça pourrait être amélioré, les critères d'intervention et d'octroi de ces droits à la personne? C'est plutôt aujourd'hui très correctement fait. C'est vraiment basé sur des critères scientifiques et sur le niveau de dépendance des personnes. Après, on pourrait toujours dire qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement, que l'accompagnement est trop centré sur les actes essentiels de la vie quotidienne, c'est-à-dire se laver, se lever, manger, s'habiller, etc. Et beaucoup moins sur... en fait, on fait tout ce qui maintient en vie et pas ce qui fait que la vie est belle et continue à être intéressante à vivre. Donc, peut-être un peu plus d'accompagnement social, un peu plus de temps pour rompre l'isolement, pour créer, pour en fait vivre pleinement. Et c'est pas parce que je suis une personne âgée, c'est pas parce que je suis partiellement dépendante, c'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. Et notamment, je dois pouvoir continuer à décider d'un certain nombre de choses et continuer à avoir un impact positif sur la société, continuer à décider
de l'heure à laquelle je me lève, de ce que je mange, de ce que je vais faire, et d'avoir des relations sociales avec ma famille, mes amis, mon entourage, mon voisinage. Voilà. Donc ça, je pense que s'il y a une action à développer, elle est plus à ce niveau-là, plutôt que de concentrer juste exclusivement sur le maintien en vie, qui n'est pas, qui est bien évidemment essentiel, mais qui derrière ne répond pas forcément à tous les enjeux du vieillissement de la population. Si je comprends bien, en tant que leader de service d'aide à la personne, quand je décrypte vos propos, vous nous expliquez clairement que la dimension humaine est essentielle dans ces prestations. Bien sûr, il y a la partie technique, la partie domestique, la partie médicale, mais que le lien humain est essentiel dans la bonne qualité, dans le bon exercice de cette aide à la personne. Bien sûr, c'est ça qui est fondamental. C'est le socle des prestations dans nos services, c'est l'humain. On est dans des prestations d'humain. Et puis, c'est aussi toute la philosophie qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer à écrire sa vie, son histoire, et non pas juste survivre. C'est toute la différence en fait, et tout ce qu'on essaie d'apporter. Nous, on a vraiment cette philosophie qui est de mieux vieillir, et qui est c'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. Il faut continuer à préserver l'autonomie partout où elle est. Il faut faire ensemble pour stimuler la personne, pour qu'elle puisse continuer à se sentir pleinement faire partie de la société. Vous savez, c'est un peu comme Ratatouille, dans le dessin animé de Walt Disney. Ratatouille, il n'est pas capable, il n'a pas la force physique de faire la cuisine. Et ben, il va s'appuyer sur Rémi pour faire la cuisine. Mais il va continuer à la faire. Et moi, si je suis une personne âgée, dépendante, j'ai plus forcément la capacité physique de faire, mais je vais pouvoir, avec mon intervenant, continuer à faire cette recette, à diriger, à goûter, à adapter, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le rapport entre la tête et les jambes, tout à fait, et on voit bien qu'il y a une solidarité entre la partie, j'allais dire, mécanique et la partie sentimentale, la partie psychologique, qui est important et qui fait un tout. Pour autant, Guillaume Richard, est-ce qu'il y aurait, malgré tout, vous faites une description assez cohérente de ce niveau de prestation aujourd'hui en France en 2026, il y aurait certains points qui mériteraient d'être améliorés malgré tout, ou repensés un petit peu, ou évoluer ? Alors, aujourd'hui, on a un système qui est vraiment extrêmement intéressant si on le compare à la plupart des autres pays. Il n'y a pas grand-chose à faire évoluer. Il y a moins de complexité administrative, très certainement, parce que on a accru de façon absolument considérable la complexité administrative dans notre secteur. Mais sinon, on a vraiment un système qui est intéressant parce qu'il est équilibré. Le crédit d'impôt permet de générer plus de recettes que ce qu'il coûte. Alors certes, le coût est significatif, on parle de plus de 6,7 milliards de dépenses, mais en face, les recettes sont supérieures. On est à 8,9 milliards de recettes. Donc, on a un système qui est équilibré, qui permet de lutter contre le travail au noir. Ça, c'est hyper important. Ça permet d'avoir des droits pour les intervenants dans les services à la personne. Essentiel même, c'est essentiel évidemment. Pour ces métiers. Quand on compare à l'Espagne, par exemple, il n'y a rien de tout ça. Et ben, en Espagne, 99% de l'activité, elle se fait de façon non déclarée. Et à l'inverse, en Belgique, ils ont mis en place un système avec une prise en charge bien plus importante. 70% de prise en charge, ça veut dire que une heure de prestation de service, ça vous coûte moins de 10 €. Alors, ils ont tué le travail non déclaré, mais ça coûte très cher à l'État. Et nous, on a une situation qui est équilibrée, qui est bien, qui génère plus de recettes qu'elle ne crée de coûts, qui est un dispositif social hyper intéressant et qui a permis de déclarer aujourd'hui, de passer de façon déclarée des centaines de milliers d'emplois. Donc, c'est un système qui est positif. Il n'y a pas besoin de le changer fondamentalement. On se rassure que cet aspect social de la République est préservé, et je vous remercie pour votre témoignage qui était très, très précis. Merci Guillaume Richard. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. Je vais recevoir maintenant Benjamin Morel, un politologue, maître de conférences en droit public, donc un spécialiste des institutions et des constitutions. On va parler décentralisation, on va parler régionalisation. On a vu qu'hier, l'Alsace a retrouvé son statut de région à part entière. C'est pas sûr que Benjamin Morel est apprécié. Et on va discuter, comment on doit organiser le
pays? Est-ce que les territoires sont bien administrés? Et est-ce qu'il y a une spécificité ou un particularisme dans certaines régions de France qui mériteraient d'être traitées plus particulièrement par la République? Vous restez avec nous et on va discuter avec Benjamin Morel. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 9 avril 2026. Il est 13h et quelques minutes. Je reçois Benjamin Morel pour parler d'un sujet épineux, douloureux, qui est toujours l'occasion de jouter entre Jacobins et Girondins. Voilà, Benjamin Morel est un républicain incontestable, un citoyen exemplaire. Je prétends l'être aussi. Nous divergeons sur cette question. Et en plus, nous avons été rejoints par l'actualité, puisque hier et avant-hier a été débattue à l'Assemblée nationale la réidentification du territoire Alsace en région Alsace. Un désir d'Alsace, c'était le projet des parlementaires qui ont porté ce projet à l'Assemblée nationale. Benjamin Morel nous expliquera que le projet est pas... Alors finalement, le projet a été adopté hier, 8 avril, de façon assez formelle, mais quand on regarde dans le détail la façon dont il a voté et les amendements qui ont été impliqués, c'est pas gagné d'avance. On aura en ligne Hubert Hoth, député MoDem du Haut-Rhin, qui a porté ce projet, qui lui estime que l'essentiel a été fait, et puis on discutera pour savoir si finalement ce projet aboutira et est-ce qu'il est normal que les Alsaciens retrouvent une entité territoriale et géographique conforme à leur histoire, à leur culture, à leur spécificité, en sortant de la région Grand Est, qui était un petit peu un fourre-tout, un peu comme la région Hauts-de-France et d'autres régions. On va discuter de tout ça avec Benjamin Morel. Merci Benjamin Morel d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'université de Paris-Panthéon à Assas. Vous êtes politologue, on vous voit très souvent sur les plateaux de télévision pour décrypter la vie politique française en ce moment, qui est particulièrement animée, et en particulier depuis la dissolution, il se passe quelque chose comme aux Galeries Lafayette tous les jours. Voilà, et vous avez été l'auteur en 2023 de La France en miettes. Donc vous considérez que, contrairement à ce qu'on dit, le jacobinisme ne se porte pas si bien que ça, que la France a été un petit peu disloquée par des réformes successives de régions et autres, aux éditions du Cerf. Et voilà, je vous pose la question directement, est-ce que la France est vraiment si en miettes? Alors elle est en miettes peut-être sur des paramètres autres que celui-là. Vous dites qu'elle est en miettes dans son organisation territoriale. Alors oui, en effet, il y a d'autres sujets évidemment qui agitent le pays, mais il faut bien comprendre que l'idée qu'on aurait un pays, un vieux pays jacobin, d'ailleurs la notion de jacobin, girondin, n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la Révolution française, mais qu'importe, et qu'on serait immunisé face à des phénomènes qui touchent aujourd'hui la Grande-Bretagne, un référendum écossais, l'Espagne, référendum catalan, c'est loin d'être une évidence. C'est d'une certaine façon une façon de considérer qu'on serait immunisé alors qu'on est surtout désensibilisé. Prenez la région pour laquelle on vote le plus pour des partis nationalistes ou séparatistes en Europe, c'est pas l'Écosse, c'est pas la Catalogne, c'est la Corse. Et c'est pas de tout temps, hein. Les nationalistes corses étaient à 25% il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, ils pèsent 70% aux dernières élections territoriales. Le taux de breton qui se dit plus breton que français, pas autant breton que français, plus breton que français, est passé en 20 ans de 20 à 40%. C'est à peu près le taux d'écossais qui se disait plus écossais que britannique avant le référendum de 2016. C'est-à-dire qu'ils se sentent bretons avant d'être français, corse avant d'être français et écossais avant d'être britannique. Voilà. Ça. Et entendons-nous bien, puis on va beaucoup débattre de ce sujet évidemment, on peut avoir une identité locale affirmée. Moi-même, je suis auvergnat et je tiens à ma région Auvergne. On parlera sans doute de la nôtre qui a été une idiotie. Oui. Néanmoins, l'idée qu'il y aurait une identité qui serait consacrée sur le territoire comme étant supérieure à l'identité nationale et supérieure aux autres identités sur le territoire, c'est ça qui est fondamentalement dangereux. Tout à l'heure, vous parliez de la question alsacienne en disant c'est le retour à la région Alsace. C'est pas vrai. C'est-à-dire, ça a été présenté comme ça, en effet, par les auteurs de la PPL. Mais c'est pas vrai. C'est pas le retour à la région Alsace d'avant la loi NOTRe. Et encore une fois, supprimer l'Alsace au moment de la loi NOTRe était une sottise. C'est la création d'une collectivité à statut particulier sur le modèle de la Corse. Si vous donnez une collectivité à statut particulier aux Alsaciens, pourquoi pas la donner aux Bretons? Pourquoi pas la donner aux Basques? Et si on s'arrête aux Basques, pourquoi pas la donner également aux Auvergnats? Mais je suis tout à fait d'accord. Ce n'est qu'un début. La Corse a ouvert la danse, l'Alsace suit. Le tout est de savoir, Benjamin Morel, est-ce qu'il y a des légitimités historiques et politiques qui permettent à certains territoires de la République de s'administrer avec un statut particulier? On l'a vu en Italie, Val d'Oste, Sicile, Haute-Adige, la Sardaigne. Je parle pas de République fédérale, c'est encore autre chose, c'est un autre système. Mais est-ce qu'on peut, en tenant compte de l'histoire, de l'aspiration des citoyens, de la volonté des élus, considérer que la République une et indivisible de Dunkerque à Hendaye ou de Dunkerque à Pont-de-Bou peut, à un moment donné, considérer qu'elle a des territoires qui demandent un statut spécifique sans pour autant disloquer, sans pour autant émietter la France? Alors, il y a deux sujets, si vous voulez. Est-ce que des
territoires qui ont une identité doivent avoir une entité administrative? La réponse est oui. Il est normal qu'il y ait une entité alsacienne, qu'il y ait une identité bretonne, etc. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Par exemple, des débats comme le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, pour moi, c'est pas un débat. Pourquoi pas, hein. Je veux dire, on peut le penser. Après, il y a des sujets économiques qui se posent derrière, mais là, dès le moment où on a un statut de droit commun, il n'y a pas de problème. En revanche, quand vous créez des collectivités à statut particulier, vous mettez en lien deux choses: des compétences et une identité. Par exemple, prenons la question d'une région. Une région, ça fait quoi? Du développement économique et des transports. Dire parce que j'ai le développement économique et les transports, mon identité est mieux consacrée, a priori le lien n'est pas évident. Et si jamais vous donnez une collectivité à statut particulier à quelques-uns, mais pas à d'autres, c'est au nom de quoi? Vous allez me dire parce qu'il y a une identité consacrée, mais prenez par exemple... Prenons le cas le plus abouti qu'est la Corse. Ouais. Gilles Simeoni en a été le président. J'allais dire, la classe politique française, dans son unanimité, a considéré que c'était plutôt pas mal, même s'il y a des perfections. Vous considérez que c'est pas normal, que c'est injuste, que c'est pas conforme à l'esprit de la République. Vous savez, quand je parle avec des nationalistes corses, en règle générale, ils me disent « je veux un statut à la néo-calédonienne ». Le statut de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas Benjamin Morel, c'est la CEDH, c'est la CJE, et c'est l'ONU plutôt, et c'est également les accords de Nouméa. C'est un statut de colonie. Quand vous discutez avec un nationaliste corse et qui vous dit aujourd'hui je veux un statut colonial, ben c'est bizarre. Quand vous parlez avec les Alsaciens, ils vous disent aujourd'hui je veux un statut à la Corse. Le statut de la Corse, c'est un statut qui a été fait pour quoi? Pour une île montagne. Je suis pas très spécialiste, mais a priori, je pense pas que ça s'applique à l'Alsace. Descentrons-nous, prenez en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, lorsque on a mis en place la devolution, lorsque Tony Blair l'a fait, les Gallois ont été consultés. Ils ont dit oui à un statut de moindre autonomie par rapport aux Écossais, qui eux en voulaient vraiment, à 51%. Quelques années plus tard, la vie politique galloise était obsédée par un truc, mais bon sang, nous on est Gallois, on n'est pas des sous-Écossais. Pourquoi est-ce que les Gallois sont plus autonomes? Ça veut dire que leur identité est meilleure, et donc on veut une identité, on veut un statut comme les Écossais. Ce qu'ils finissent par obtenir en 2011. Que disent les Écossais? Ils disent, on n'est quand même pas des Gallois, nous. Pourquoi est-ce qu'on a un statut comme le Pays de Galles? On veut un statut mieux, ce qu'ils obtiennent en 2012. Les Gallois disent à nouveau, on n'est pas des sous-écossais, ils obtiennent à nouveau un statut à l'écossaise, et vous avez un jeu de surenchère. Je peux vous faire la même démonstration entre Pays Basque espagnol et Catalogne en Espagne, cette fois-ci sur le régime fiscal. Quand vous avez des nationalistes corses qui demandent un statut à la néo-calédonienne et des Alsaciens qui demandent un statut à la Corse, on est dans un jeu de comparaison entre identités. L'avantage, et même dans des pays très centralisés, même dans des pays fédéraux, l'avantage d'un modèle symétrique, c'est que toutes les identités se valent. Toutes les identités sont légitimes et peuvent avoir voix au chapitre. Quand vous commencez à créer de la différenciation territoriale, vous dites, toi t'es bien, toi tu sens mauvais, toi on ne te connaît pas. Et ça, c'est problématique, ça crée forcément des tensions, ça se crée forcément des récriminations, et ça crée un jeu qui, in fine, fait que plus je m'attache à ma région, plus je dois m'éloigner de l'identité nationale pour expliquer que cette région est importante. Et ça, c'est délétère parce que identité régionale et identité nationale, normalement, doivent aller de pair. Benjamin Morel, vous présentez la situation avec les comparaisons sur la Grande-Bretagne, qui sont encore des cas très spécifiques. Vous présentez la situation en disant cette forme de décentralisation, c'est la porte ouverte à des déséquilibres, des iniquités, des injustices. Les citoyens ne sont plus égaux dans la République. Il concerne des territoires historiques. C'est le terme qu'utilise la Constitution espagnole pour parler du Pays Basque, de la Galice et de la Catalogne, avec une spécificité institutionnelle particulière à l'Espagne. Mais c'était la gage de la paix, parce que ces peuples-là, qui sont des nations à l'intérieur des nations, l'Espagne utilise le terme de nationalidades, c'est-à-dire de petites nations à l'intérieur de la grande nation. Il y a en France, depuis la nuit des temps, des territoires de la République qui ont été annexés de façon un peu brutale ou militaire ou par conquête. L'Alsace, je l'ai réduit tout à l'heure dans ma présentation, a été annexée 3 fois à la France. L'Allemagne l'a réannexée 2 fois en 70, en 1940. C'est une région avec une spécificité linguistique, culturelle ancienne. Les Alsaciens sont de patriotes irréprochables. Ce sont des citoyens français. Ils veulent une spécificité institutionnelle, y compris avec peut-être des pouvoirs législatifs. Les Corses l'ont d'une certaine façon. Les Bretons l'aspirent. Jean-Yves Le Drian me disait un jour, il n'y a pas de raison que la Bretagne n'ait pas le statut de la Corse. Qu'est-ce qui vous gêne si la République reste plus unie, plus conforme, plus en adéquation avec l'histoire et l'attente des citoyens? Pourquoi vous voulez uniformiser l'institution républicaine qui a prouvé aujourd'hui, je suis désolé, si la France va mal, Benjamin Morel, c'est aussi parce qu'il y a un centralisme parisien qui a foutu en l'air les valeurs de la République. Mais ça, c'est un autre problème, la question de la centralisation, de la décentralisation. Encore une fois, c'est lié quand même. L'Allemagne, qui est un pays fédéral, pouvait être très fier d'être bavarois et dire, franchement, être saxon, c'est un peu la honte. N'empêche que dans un modèle fédéral à l'allemande, il y a les compétences du Bund,
il y a les compétences des Länder, et il y a la Cour de Karlsruhe qui arbitre entre les deux. Vous voulez ça pour la France ? Que vous soyez bavarois ou saxon, vous avez les mêmes compétences. Le problème, c'est que vous dites, ok, très bien, les Bretons, c'est particulier. Pourquoi les Auvergnats, ce serait puant ? Pourquoi la région Auvergne n'aurait pas le droit au même statut que l'Alsace ? Mais si, alors je vais vous provoquer, si le peuple auvergnat ou si le peuple occitan ou si le peuple bourguignon ou la région, les habitants des citoyens de ce pays demandent une particularisme, il faudra leur donner, parce que c'est au nom de la démocratie, des droits de l'homme, de la République. Et si vous avez l'Occitanie qui dit oui, mais l'Auvergne ça m'appartient, ça n'existe pas parce que c'est la grande région occitane. Comprenez bien que il y a des limites. Benjamin, il y a des délimitations historiques qui existent depuis là de temps, il y a des frontières, il y a des comtés, il y a eu des provinces de France, on s'en tient à l'histoire. Les provinces, prenez les débats de la fin de l'Ancien Régime, on n'arrête pas de débattre à l'époque sur les limites historiques des provinces et sur la reconfiguration des provinces. Les provinces n'ont jamais eu des limites stables. Jamais. Absolument. Elles ont complètement évolué. Et vous évoquez le rattachement de l'Alsace, mais en réalité, vous avez des territoires qui ont été rattachés bien plus tardivement à la France que l'Alsace. La Savoie sur un référendum plus ou moins contestable. Le comté de Nice, etc. Donc à ce moment-là, jusqu'où, entre guillemets, on régresse du point de vue territorial pour considérer que, eh bien, là, ça a été rattaché tardivement, etc. Donc je crois sincèrement que là-dessus, il peut y avoir un vrai débat sur la décentralisation. Quel degré de décentralisation ? Ça, c'est un débat qui est un beau débat légitime, mais le débat sur est-ce que l'identité d'à côté vaut mieux que l'identité qui est encore à côté, ce débat-là, il est délétère parce qu'in fine, il signifie qu'il n'y a plus de Français. Il y a uniquement des identités en concurrence sur un territoire qui est en voie de dislocation. C'est ce que nous disent tous les pays qui ont pratiqué cette chose-là, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Espagne. Et donc, il faudrait envisager un autre débat. On peut débattre sur la décentralisation, mais restons un peuple unis. Et pour rester un peuple uni, il faut reconnaître en effet des configurations historiques dans des cadres qui sont des cadres historiquement construits, mais il ne faut pas partir dans le jeu et la concurrence des identités. Vous avez compris, je reçois Benjamin Morel. Vous avez compris, je reçois Benjamin Morel. Nous sommes déjà en désaccord sur cette clivage. Alors je le traite de jacobin, moi je suis girondin. C'est une lecture de la République et d'une organisation territoriale de la République en fonction des paramètres historiques et régionaux. Appelez-nous au 0826 300 300 au 0826 300 300. Bien sûr que vous êtes concernés parce que Sud Radio est diffusé partout, surtout dans le sud de la France. Donc nous avons des Savoyards, des Corses, des Occitans, certainement des Bretons, des Basques et puis peut-être des Alsaciens. Appelez-nous et discutons ensemble, savoir est-ce que la France est bien constituée telle qu'elle est ou est-ce qu'il y a certains territoires qui auraient droit à un statut particulier. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en jeudi 9 avril 2026. Je reçois Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université de Paris Panthéon-Assas, constitutionnaliste, auteur de La France en miettes, donc qui représente ici sur ce ring le camp des républicains plutôt jacobins. Et je défends en tant que journaliste d'origine basque plutôt une diversité régionale avec un respect des particularismes locaux. Et nous débattions avec Benjamin Morel à l'instant du futur ou du nouveau statut de la région Alsace, ça n'a pas l'air si clair. Nous sommes en ligne avec Hubert Ott, député Modem du Haut-Rhin. Bonjour Hubert Ott, vous me recevez ? Bonjour, je vous reçois très bien. Voilà, alors Hubert Ott, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale avant-hier 7 avril, hier 8 avril. Première lecture, première étape, ça a été difficile le 7 octobre. Hier 8 avril, il semblerait que le projet ait été adopté par les députés. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut lire la chose ? Oui, c'est exactement ça, oui, bien sûr. La décision que porte cette PPL adoptée, c'est de reconnaître l'Alsace comme une collectivité à statut particulier qui reprend le périmètre de la collectivité européenne d'Alsace actuelle, qui est déjà issue depuis 2019 d'une fusion des deux départements Haut-Rhin et Bas-Rhin, mais qui cette fois emporte avec elle non seulement l'exercice des compétences départementales, ce qui était le cas jusqu'à présent, mais aussi l'exercice des compétences régionales qui glissent donc du Grand Est sur la collectivité européenne d'Alsace. Ce n'est qu'un début de procédure. Je pense qu'ensuite, il va falloir passer au Sénat et faire valider le projet, la PPL. Bien sûr, il y aura la navette parlementaire. Et c'était la première lecture. Le Sénat va faire son travail et ensuite on verra.
Est-ce que le rejet de l'amendement du gouvernement hier, enfin pas le rejet, le fait qu'il n'ait pas pu aboutir, est une entrave à la bonne application de cette PPL pour qui s'appelle Désir d'Alsace? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'amendement qui comportait les ordonnances du gouvernement aurait permis d'avoir une boîte à outils plus complète, mais le travail parlementaire n'étant pas terminé, ces éléments-là, qui seront amenés à conforter le dispositif, pourront toujours compléter le texte actuel lors du travail parlementaire qui va être effectué au Sénat, puis ensuite en deuxième lecture ou en commission mixte paritaire. De toute façon, toutes les étapes permettent de fignoler et d'ajuster, si je puis dire, le tir lorsque celui-ci semble... C'est bien ça, l'intérêt du processus parlementaire, c'est d'avoir plusieurs étapes pour aboutir à quelque chose qui soit complet, qui intègre tous les moyens pour atteindre les objectifs. Le premier pas, c'était de fixer clairement l'objectif, et là, nous avons été au rendez-vous. Je suis avec Benjamin Morel dans le studio. Nous discutons justement des thèmes de la décentralisation, de la régionalisation de la France et de l'aménagement du territoire avec la reconnaissance de particularismes géographiques et locaux. Benjamin Morel, ce projet de Désir d'Alsace vous semble aujourd'hui bouclé, cohérent? Vous pensez que c'est pas tout à fait gagné? Non, le texte, il est en grande partie incohérent. C'est une proposition de loi, il n'y a pas d'étude d'impact. En l'occurrence, sans les ordonnances du gouvernement, il apparaît probablement assez inconstitutionnel. Alors, monsieur le député a raison, c'est-à-dire que le principe de la navette, c'est d'améliorer le texte, mais il faut bien comprendre qu'il y a un tic-tac là. C'est-à-dire que déjà, il faudrait qu'il soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat. C'est pas gagné, surtout qu'avant les sénatoriales, je rappelle que 10 présidents de région ont fait une tribune dans la tribune dimanche récemment pour dire on ne veut pas de ce texte. C'est un démantèlement des régions, et donc un Sénat représentant des collectivités territoriales qui inscrirait ce texte avant la période budgétaire, ça paraît assez peu probable. Si jamais il ne l'inscrit pas, adieu. Si jamais il l'inscrit, à ce moment-là, il peut en débattre. Mais s'il en débat, ça veut dire qu'il doit le modifier. Ça veut dire qu'il doit l'amender. Il ne peut pas l'adopter dit conforme. Parce que s'il adoptait conforme, le texte serait tué par le Conseil constitutionnel. Donc à partir de là, il faudrait que le texte ensuite revienne à l'Assemblée nationale. Tous les textes qui, au moment d'une potentielle dissolution de l'Assemblée nationale en 2027, seront à l'Assemblée nationale, seront caducs. Si jamais, c'est-à-dire qu'ils s'évaporeront si jamais ils n'ont pas été discutés et votés avant. Donc vous voyez que le chemin est très très long entre d'un côté les sénatoriales, ensuite le budget et enfin les élections présidentielles, d'où le fait que tous les députés présents lors des débats étaient à peu près conscients du fait que le vote était symbolique et il signifiait quelque chose du point de vue des symboles que voulaient envoyer les uns et les autres, notamment le Rassemblement national et Renaissance, qui ont vraiment été les deux pivots de la majorité qui a été composée ici pour voter le texte. Les deux ont porté ça, mais sans vraiment de possibilité de le voir prospérer à moyen terme. Hubert, vous entendez Benjamin Morel, il émet des réserves, il a même des doutes sur l'aboutissement final de cette PPL. Vous êtes plus optimiste que lui ou vous reconnaissez qu'il peut y avoir une entrave à un moment donné? Écoutez, je comprends et je reconnais ce que dit M. Morel. Le parcours est semé d'embûches, mais il l'a été depuis le début. Bon, moi j'ai déposé une première proposition de loi en décembre 2022. Je venais d'être élu 5 mois avant. Si on avait considéré l'ampleur ou la force des résistances, nous aurions jeté l'éponge tout de suite. Parce que personne ne pariait sur la possibilité que nous aurions à l'Assemblée de finalement pouvoir glisser, ne serait-ce que glisser cette proposition de loi dans l'agenda. Eh bien, nous avons réussi, malgré tout, malgré toutes ces oppositions et ces résistances, et ce ne sont pas 10 présidents de région qui doivent décider de la souplesse que doit s'accorder la nation sur la manière dont elle va opérer sa décentralisation de la manière la plus concrète. Il y a une grosse attente en Alsace, c'est comme ça depuis 2015, et je ne pense pas que nos concitoyens en Alsace soient plus imbéciles que les autres. Le mécontentement reste puissant, reste dominant, largement majoritaire. Cela veut dire que les grandes régions dont on nous promettait toutes les vertus ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a un problème, c'est ça faire de la politique, ce n'est pas céder à la difficulté de faire avancer un processus, qu'il soit législatif ou autre, c'est se battre pour faire en sorte que l'objectif soit assorti des moyens. Eh bien, on travaillera sur les deux aspects pour que nous puissions aboutir à quelque chose qui soit de l'ordre de l'attente profonde de nos concitoyens. Moi, je déplore
que parmi les forces du bloc central, nous soyons quelquefois aussi peu lisibles, aussi peu déterminés, aussi peu clairs dans ce que nous proposons pour construire notre avenir commun. Et les gens attendent ça aujourd'hui. Nos concitoyens, s'ils ont cette défiance vis-à-vis du monde politique, c'est aussi parce qu'ils ne comprennent pas où on veut les emmener. Pourtant, Hubert Roth... Je ne veux pas laisser ça aux extrêmes. Bien sûr, mais vous avez eu une majorité, en tout cas sur cette PPL, hier, 8 avril, vous avez eu cette majorité. Benjamin Morel faisait remarquer, avant que vous interveniez, monsieur le député du Haut-Rhin, que ce que demande le projet Désir d'Alsace, ce n'est pas seulement la reconstitution de la région Alsace telle qu'elle était avant le découpage de 2016, mais un statut particulier qui ressemblerait un peu à celui de la Corse. Et Benjamin Morel considère que vous n'avez pas légitimité, que les Alsaciens n'ont pas légitimité à demander cette spécificité institutionnelle par rapport au reste des régions de la République. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, je pense qu'il faut minimiser, il faut pas faire une légende qui n'existe pas en fait. Parce que qu'est-ce qu'on demande en clair ? On demande les Corses, l'Assemblée corse, elle peut légiférer. Ah non. Pas encore, monsieur le député. Entre guillemets. Faut revoir le cours de droit là. L'Assemblée corse telle qu'elle est envisagée par les Corses, elle doit pouvoir légiférer. Ah, elle ne peut pas légiférer, non. Il n'y a pas de pouvoir. À part la Nouvelle-Calédonie, aucune collectivité dans le sein de la République, même des territoires comme Wallis et Futuna, qui ont pourtant pas de commune, mais 3 rois, aucune n'a pouvoir législatif. Elle peut prendre des dispositions qui correspondent à une forme. Je me suis mal exprimé. Le combat des Corses, il est cela. Ah oui, mais actuellement, le statut de la collectivité de la Corse, celui que vous copiez, c'est pas ça. Ah non, pas du tout. Non, mais surtout, la distinction est à faire dans les objectifs. L'objectif corse et l'objectif alsacien, c'est pas la même chose. Nous voulons simplifier la double couche des collectivités et réunir en une seule collectivité ce qui dépend d'une région et ce qui dépend d'un département. C'est ni plus ni moins que ça. C'est pas de la simplification, parce que vous construisez en fait une collectivité ad hoc qui demain succédera peut-être à d'autres collectivités ad hoc. Dans un territoire, les transports appartiendront à un type de collectivité, dans un autre territoire, à un autre type de collectivité. Comprenez bien que la possibilité pour les Français d'évaluer un projet et un bilan, ce qui est le fondement de la démocratie, ce qui est le fondement de la décentralisation républicaine, deviendra complètement impossible, comme déjà c'est le cas au niveau communal avec les différents types d'intercommunalités, où les communes ne disposent pas des mêmes compétences selon les différentes limitations. Et donc, à partir de là, vous accroissez et vous obscurcissez un peu plus le processus de décentralisation, qui n'est pas d'abord un processus de reconnaissance identitaire. Mais c'est un droit auquel les régions peuvent prétendre. C'est un processus de démocratisation des politiques publiques. On n'est pas obligé d'uniformiser tout ce qui marche mal. Il y a des gens qui ont le droit de s'en sortir de leur côté. Mais bien sûr, mais il ne s'agit pas d'uniformiser ce qui se passe mal. Il s'agit simplement de considérer que vous avez des cadres et que ces cadres-là, qui sont ceux de la décentralisation, permettent d'exercer des compétences. Hubert Roth, est-ce que vous... Et par ailleurs, le dernier point... Je vais finir, Benjamin. Il y a également une question auquel vous avez peu répondu lors des débats, qui est une question d'égalité territoriale, parce qu'il y a quand même des Lorrains et des Champenois qui sont les grands perdants de cette affaire. C'est un texte sur l'Alsace, mais si les grandes régions ont été construites avec tous leurs défauts... Vous savez, moi je suis auvergnat, et si on a uni l'Auvergne-Rhône-Alpes plutôt qu'avec le Limousin, c'était pour ne pas unir, entre guillemets, des régions en difficulté ensemble. Là, vous laissez un arrière-pays qui va être en difficulté économique très importante. Quand vous prenez les inégalités aujourd'hui qui peuvent par exemple exister en Espagne, eu égard au statut particulier qui la peuple, et des riches qui font sécession, vous reproduisez un peu le même modèle sur le modèle français. Et c'est quand même assez étonnant que par exemple, je ne parle pas pour vous, mais pour le Rassemblement national qui fait des bons scores dans ces territoires, en Champagne et en Lorraine, qui aime à dire qu'il est aux côtés aujourd'hui des territoires en difficulté, voter ce texte qui clairement les abandonne, ça paraît quand même assez contradictoire avec ce que prône toute la journée ce parti. Hubert Roth, vous abandonnez les Lorrains et les Champenois ? Non, je ne crois pas, parce que les Lorrains et les Champenois et les Ardennais, heureusement, ont une grande histoire derrière eux. Elle ne date pas d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas de Grand Est. C'est d'où la motivation des grandes régions. Mais oui, mais pour éviter de creuser les inégalités territoriales. Et si elles n'ont pas de cohérence ? Historique, social, culturel. Non, il ne faut pas confondre l'inégalité et la particularité. On n'est pas égaux du point de vue de la géographie, du point de vue de l'histoire. Monsieur le député, ça fait quoi une région ?
Une région, ça fait quoi? Ça a quelle compétence? Mais vous le savez très bien. Non, mais je pose la question parce qu'en fait, le but de la région, c'est pas de faire de la culture, hein, c'est de faire du développement économique. C'est du développement économique et des transports. Et donc là, en l'occurrence, on parle de compétences d'aménagement du territoire. Mais le bon développement économique, c'est celui qui respecte d'abord les réalités géographiques et quelquefois historiques, mais c'est pas une histoire d'identité. L'identité, celle qu'on nous met en contradiction avec notre projet, c'est une identité culturelle tout au plus. Mais moi, je parle pas de ça. Vous parlez de quoi alors? Si c'est pas une question de développement économique, d'identité, c'est quoi? Mais le fossé, l'Alsace, c'est la partie française du fossé rhénan, dont l'axe est nord-sud, vous le savez très bien. Non, mais là, ça répond en rien à la question qu'on évoque. Je vous dis, les grandes régions ont été faites pour faire du développement économique et des transports. Vous me dites, c'est le creuset du fossé rhénan. En effet, c'est-à-dire que l'objectif, c'était d'avoir des régions qui sont plus en difficulté, mon Auvergne natale, le Limousin, la Champagne, Ardennes, etc., et de pouvoir avoir des poumons économiques qui permettent de faire du développement territorial. On peut contester, moi je suis pas un aficionado de la loi NOTRe, je pense qu'elle a été faite de manière extrêmement idiote. Néanmoins, l'objectif des compétences régionales en termes de développement économique et des cadres qui ont été adoptés, c'est ça. Si vous rompez les amarres avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine, vous laissez ces régions dans une situation économiquement extrêmement difficile. Et ça rejoint ce que je disais, c'est en fait un abandon à race campagne. C'est le problème de la République et du gouvernement de Paris. Si l'Alsace demande des compétences particulières pour gérer son histoire, pour gérer son avenir, et que le peuple alsacien, les citoyennes et les citoyens alsaciens décident d'avoir cette particularité, c'est leur droit démocratique. Non, je parle de compétences. Je parle de compétences. Compétences territoriales liées à une identité géographique, à une spécificité territoriale. Vous ne pouvez pas le nier, Benjamin Morel. Le principe de base en République, si vous voulez, c'est que, et c'est le cas depuis, c'est pas Benjamin Morel qui l'invente, c'est le cas depuis le 3 août 1789. Le principe, c'est l'égalité de tous devant la loi. Cette égalité de tous devant la loi implique nécessairement, encore une fois, vous ne parlez pas à un Parisien. Moi, j'ai grandi dans des territoires ruraux et en banlieue en Auvergne. Et donc, dans ce cadre-là, si jamais... Mais ça se réforme démocratiquement. Si le peuple n'en veut plus, on change de constitution. Dans ce cas-là, il faut assumer de ne plus de renier toute notre histoire depuis le 3 août 1789. Moi, ceux qui me disent, très bien, la Révolution française, les principes des Lumières, l'indivisibilité de la République, je n'en veux pas. Je n'ai pas de problème avec ça, j'accepte. Mais en revanche, dire on va donner un pouvoir législatif à la Corse, on va donner des statuts particuliers, on va donner, en rompant l'égalité territoriale, on va donner des compétences eu égard à une identité qui est une identité vécue, eh bien, à ce moment-là, et pas eu égard à un principe qui est un principe de décentralisation démocratique. À ce moment-là, c'est sortir du cadre républicain. Pourquoi pas, mais il faut l'assumer, monsieur le député. En un mot, répondez à ce que vient de dire Benjamin Morel. Non, moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Je pense que l'unité de la République, c'est pas ça. Parce qu'à ce moment-là, il faut supprimer toutes les régions et n'en faire qu'une seule, la région France. Non, là, il faut faire des régions avec des compétences identiques. Oui, mais ça n'a pas de sens parce que toutes bien sûr, parce que la géographie détermine un certain nombre de bassins de vie. Quand on fait violence à la nature, eh bien généralement. Mais pourquoi vous voulez des compétences supérieures à celles des Lorrains ou des Auvergnats? Pardon? Pourquoi vous voulez des compétences supérieures à celles des Lorrains et des Auvergnats? Au nom de quoi? Mais on ne veut pas de compétences supérieures. Alors pourquoi vous voulez une collectivité à statut particulier? Parce que nous avons déjà fait un chemin à ce sens. Les deux départements alsaciens ont été fusionnés. Ça n'a posé de problème à personne, à aucun voisin. On demande simplement de pouvoir exercer au plus proche des habitants et du territoire les compétences qui sont dévolues actuellement à une région. Alors pourquoi avoir supprimé des départements si vous voulez être au plus proche? Jusqu'au bord du Rhin. C'est bien trop loin. Et ça ne permet pas la souplesse, l'agilité et l'efficacité que les gens attendent des politiques publiques. Alors pourquoi vous avez supprimé des départements si vous voulez être plus proche? Nous avons déjà Paris avec son centralisme. Si nous voulons vraiment décentraliser... Messieurs, on reprend. Paris n'est pas le sujet, là. On continue. La vérité, c'est que les grandes régions ne sont qu'un doublon. C'est pavlovien, là, vous tapez sur Paris, mais je demande pourquoi vous avez supprimé les départements. Benjamin Morel, Hubert, on reprend cette conversation dans quelques instants parce qu'elle n'est pas terminée et on a encore des choses à dire. À tout de suite sur Sud Radio. Je suis avec Benjamin Morel et Hubert, député du Haut-Rhin. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas.
Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 9 avril 2026. Débat passionné entre Benjamin Morel, défenseur d'une République unie et indivisible, très soucieux de l'égalité entre les territoires. Ah mais ça, il faut qu'on y revienne, c'est important. Et le député du Haut-Rhin, Hubert Ott, qui défend le particularisme de la région Alsace, particularisme historique, particularisme territorial et géographique, qui progresse depuis longtemps pour avoir une distinction et avoir des compétences particulières pour ce territoire, comme il a été accordé à d'autres territoires. Je redonne la parole à Hubert Ott, Benjamin Morel, vous parlez après. Hubert Ott, finissez votre démonstration sur la légitimité de la région Alsace à avoir un statut avec des compétences particulières. Je vais vous donner un exemple qui relève de ce dont nous héritons en matière de décisions qui nous viennent de la grande région, du Grand Est. Nous avions en Alsace depuis bien longtemps, depuis le début du XXe siècle, un lycée professionnel dans le bassin potassique, dans le Haut-Rhin, c'est-à-dire l'endroit où on a pendant une centaine d'années exploité la potasse, donc du sel dans des couches géologiques à 600 mètres sous la surface du sol. Ce lycée professionnel a une histoire. Ce lycée professionnel dispensait des enseignements qui étaient dans 3 directions: les métiers de la sécurité, les chaudronniers et les électriciens, avec une compétence bilingue, français-allemand, unique à l'échelle de l'Alsace. Ce lycée, pour des raisons obscures de mise aux normes du bâtiment sur le plan énergétique, plutôt que d'investir dans la structure, on l'a fermé. Proposer un écosystème dans lequel des étudiants qui se préparent à devenir les futurs agents de la sécurité du pays, d'autres qui deviennent des électriciens capables d'exercer des compétences de part et d'autre du Rhin, parce que nos entreprises doivent penser les choses ainsi, ici dans le Fossé-Rhénan, eh bien tout cela c'est une décision qui a été prise par le Grand Est. Aucun président de région Alsace n'aurait osé faire ça. Benjamin Morel, je ne vois pas trop je prends cet exemple. Il y a des choix politiques malheureux qui ont peut-être être faits, mais je ne vois pas trop le lien en réalité. Je prends un autre exemple, une ligne ferroviaire qui manque pour 30 000 habitants, 8 km pour relier une vallée à l'axe nord-sud, qui est l'axe principal, le long de l'axe rhénan en Alsace. Toujours pas fait. Il a été promis à 25 ans. Il était sur le haut de la pile du temps de la région Alsace en 2013-2014. Et quand est arrivée la loi NOTRe et la grande région en 2015, fini. Sorti du contrat de plan État-région. Donc depuis, par contre, évidemment, comme vous l'avez dit, M. Morel, on va de part et d'autre. Et on a fait le même type de ligne. Pour chez nous, c'était 30 000 habitants. De l'autre côté, ça concernait peut-être 5 000 habitants. On l'a fait. Donc c'est discutable. C'est discutable parce que même le bilan carbone qui est érigé comme la cause majeure pour réaliser ou ne pas réaliser les choses, eh bien franchement, il n'y a pas photo. Et pourtant, on a fait le choix. Est-ce que c'est ça la grande région? Les péréquations qui freinent ceux qui peuvent aller plus vite et qui accélèrent d'autres qui n'ont pas besoin forcément d'aller plus vite. Non, des moyennes comme ça, c'est la France médiocre. Je n'en veux pas. Alors, j'aimerais vous répondre, monsieur le député, parce que vous êtes parti dans un tunnel, vous allez faire toute l'émission. Non. Des dispositifs qui permettent de fonctionner de façon à mettre en lumière ceux qui peuvent avancer, parce qu'une Alsace qui fonctionne, c'est une France qui va mieux. Hubert Ott, merci pour votre témoignage. Merci. Benjamin Morel va vous répondre. Je vous rends à votre débat parlementaire parce que je pense que vous avez des travaux. Et puis Hubert Ott, je vous réinviterai, et peut-être Benjamin Morel. C'est un débat qui n'est pas clos et je pense qu'il animera la République et il sera peut-être au cœur d'un des éléments du débat présidentiel de 2027. Benjamin Morel, vous avez envie de répondre à Hubert Ott. Alors sur les 2 exemples donnés, je suis désolé, mais c'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est-à-dire que vous prenez 2 projets qui ont avorté sous l'ancienne région Alsace et donc il fallait supprimer l'Alsace. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a 2 projets qui ont mal marché avec le Grand Est, donc le Grand Est doit disparaître. Enfin, je veux dire, voilà. Ensuite, vous avez dit quelque chose de très grave, monsieur le député. Vous avez dit cette péréquation qui nous empêche d'avancer. La péréquation, c'est quoi? Les Français s'en comprennent sans doute pour la majorité, parce que dire pour une péréquation, il est essentiel. La péréquation, c'est ce qui permet de distribuer de l'argent des territoires les plus riches aux territoires les plus pauvres. Prenez les 20 régions les moins riches de l'Union européenne lors de la crise de 2008. La seule qui ne voit pas son PIB s'effondrer et son taux de chômage croître dans des proportions dantesques, qui au contraire voit son chômage baisser, c'est la Corse. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, vous avez une péréquation au niveau national. Prenez la Calabre, prenez l'Andalousie, tout s'effondre. La Corse tient parce que il y a une solidarité nationale. Lors du référendum, où, entendons-nous, parce que moi je veux bien qu'il y ait une demande d'Alsace et de région Alsace, la consultation qu'a fait le président de la collectivité européenne d'Alsace sur le retour de la région Alsace, il y a eu 90% d'abstention. Donc, mais l'un des arguments, c'était, l'argent des Alsaciens doit rester en Alsace. Prenez ce que disent les Flamands, pas un sou. Pour les... Non, mais j'aimerais terminer. On a eu un tunnel assez long. J'aimerais bien terminer là-dessus. C'est un sujet de société. Que disent les Flamands? Oui. Que disent les Flamands? Ils disent pas un euro pour les Wallons. La Ligue du Nord. La Padanie, ça n'existe pas historiquement. Je veux bien des régions. La Padanie, ça n'a aucune existence historique. C'est une identité régionale qui s'est construite sur un argument. Cessons de payer, nous, Italiens du Nord, pour le Mezzogiorno. Même un parti de gauche, l'ERC en Espagne, le parti catalan, a fait une campagne il y a 2 ans sur arrêtons de payer pour l'Andalousie. Si jamais vous faites un tel modèle, vous savez qui gagne? Vous savez qui gagne, Perico? Oui. Qui gagne? C'est le Rassemblement national. Non, c'est Paris. Parce qu'aujourd'hui, qui produit la valeur ajoutée dans ce pays? C'est plutôt la région parisienne. Et donc, si vous rompez les solidarités nationales, là, on a entendu lors de ce débat, il y a un peuple alsacien, il y a un peuple basque, il y a un peuple breton. Très bien, si on est dans différents peuples, on rompt les solidarités. Et à ce moment-là, ceux qui paieront le plus cher, c'est les Auvergnats, c'est moi. C'est les Limougeaux, c'est la région d'à côté, c'est les Corses. Vous avez une base fiscale de 60 000 personnes en Corse. S'il n'y a pas de solidarité nationale, tout s'effondre. Morel, c'est le sens de l'histoire. Et si on en est arrivé là, c'est parce que le pouvoir centraliste jacobin... Non, Perico. Merci, mais là, il n'y aurait pas cette fracture territoriale. Il n'y aurait pas cette fracture territoriale si Paris avait respecté... Mais je suis en train de vous expliquer justement qu'il y a une fracture territoriale en France, mais qu'elle est moins grave qu'ailleurs. Comment est-ce que vous expliquez que la Corse, elle, ne s'effondre pas quand la Calabre s'effondre? Et donc, à partir de là, moi, je veux bien la rupture des solidarités, mais là, c'est pas la faute à Paris. Et là, quand vous avez un débat qui dit, en gros, on s'en fiche des Champenois. Ces gens, ils sentent un peu mauvais, puis les Lorrains aussi. Par contre, en Alsace, pas de péréquation. C'est ce qui a été dit. Il n'a jamais été dit ça. Il a dit la péréquation, ça nous empêche d'avancer. En effet, ça empêche d'avancer les plus riches. Vous, comme moi, on vit à Paris, on va être très heureux. Ceux qui vivent en Auvergne, ceux qui vivent en Corse seront très malheureux dans la France qu'on nous prépare. Je pense que les citoyens et les citoyennes de ces territoires ont le droit de décider. Bon, on reprend une conversation tout à l'heure. Vous êtes sur Sud Radio, je reçois Benjamin Morel et on parle de décentralisation, de région et de réorganisation de la République. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio. Nous sommes dans un débat passionné sur les questions territoriales, de région, d'identité régionale, de particularismes locaux. Et j'ai Benjamin Morel ici présent, j'allais dire sur le ring, qui défend la version plus unitaire de la République. Et en face de lui, au téléphone, le député du Haut-Rhin, Hubert Ott, qui lui a défendu le projet de désir d'Alsace avec un statut particulier, des particularismes pour l'Alsace. Hubert Ott, vous voulez répondre et on conclura cet échange pour continuer l'émission sur l'idée de péréquation qui vous a pas convenu, la réponse de Benjamin Morel. Non, en fait, il faut pas déformer la pensée. Moi, c'est ce que vous avez dit, monsieur le député. Non. La péréquation qui nous empêche d'avancer, Dixit. Non, ce type de péréquation, c'est-à-dire quand la péréquation freine d'un côté pour éventuellement donner quelque chose en face, en fait, vous baissez le rythme de tout le monde. Et c'est ça qui est pas bon. La péréquation, le principe de la péréquation, j'y souscris pleinement. Je crois comme vous que la République tient par cela. Alors on fait comment? Mais on fait quoi? Justement, on adapte nos institutions à la capacité des territoires à produire de la richesse, à être efficaces, et ensuite, s'il faut des péréquations, il n'y a aucun problème. Mais on la fait comment, la péréquation, si on ne partage pas les transports, ni le développement économique avec la Lorraine? Mais ça peut se faire, on n'a pas besoin de... comment? Moi je veux bien, j'attends la solution. Toutes les régions, on n'a pas besoin... Non, on peut faire des conférences interrégionales, on peut faire des... Des conférences interrégionales, ça va nous faire une belle jambe. Mais pour le transport, ça peut se faire. Ah bah oui. C'est pas un problème. Bien sûr. Par contre, si le principe de la péréquation, c'est de renforcer les moyens des autres à partir de ce qu'on dégage chez nous. C'est le principe, en effet, c'est la solidarité, quoi. Mais bien sûr, mais ça c'est pas en cause, on peut le faire. Nous, ce qu'on demandait, c'est plus de souplesse institutionnelle. C'est quand même pas compliqué. Non, mais ça c'est un autre sujet. Et ça permet d'avancer aussi.
Et c'est ce à quoi on croit. On a la conviction de cela. Et moi, je crois que l'expérimentation mais la conviction, ça suffit pas. Si on fait l'expérimentation alsacienne, moi, j'ai la conviction qu'on va avoir 3 points de croissance, ça marche pas. Les 10 ans de Grand Est nous mettent face à un échec. Eh bien, transformons cet échec en expérience pour progresser. Parce que nous êtes dans les éléments de langage, là, monsieur le député. Mais vous aussi. Non, je suis en train de vous expliquer que la péréquation, ça fonctionne. Enfin, c'est une nécessité. Vous m'expliquez que la péréquation, c'est bien, sauf qu'on ne sait pas comment le faire. Mais la solidarité nationale n'est pas remise en cause, Benjamin. Si, justement. Non. Par principe. Bon. Mais voilà, donc il y a un point sur lequel je suis en accord avec M. Morel, il n'y a aucun problème, c'est que la solidarité nationale doit exister. Il va falloir trouver les voies alors. Le principe de la péréquation aussi. Mais ça, justement, ça se discute. Ça sera l'occasion d'un prochain échange. Messieurs, je vois que le débat est totalement d'actualité. Voilà, je ne peux pas vous départager. Les deux idées tiennent la route, voilà. Mais la légitimité des Alsaciens à avoir une entité particulière est aussi. Je prends parti parce que c'est le débat qui est intensifié. Je respecte des gens qui croient en une particularité. Et je respecte ce que vous dites, Benjamin Morel. Qu'il y ait une entité Alsace et une région Alsace de manière, je dirais, classique, moi j'y suis fondamentalement favorable. Bon. Comme une région Auvergne, comme une région Corse. Le problème, entre guillemets, et c'est ce qu'on évoquait, c'est de dire l'Alsace, c'est bien, l'Auvergne, ça pue. Et quand on crée une collectivité à statut particulier, alors qu'ailleurs il n'y a pas, Benjamin Morel, qui n'ont jamais été utilisés par les défenseurs du Vous savez, sur la Corse, sur la Corse, prenez Perico, vous savez, parce qu'on fait du droit quand même. En Corse, dans le projet qui va arriver, on consacre une collectivité à statut particulier, certes, mais avec une communauté culturelle linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, Benjamin Morel. Non, mais Perico, qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'a jamais considéré la seule communauté qui est reconnue dans notre Constitution, depuis toujours, depuis la Révolution, c'est la communauté nationale fondée sur des valeurs universalistes. Vous avez vu ce que les Jacobins en ont fait? Vous avez vu dans quel état est ce pays? La fracture sociale, la détestation. C'est ça l'unité nationale de 1750. Oui, mais ne me dites pas que c'est un modèle. Il a été torpillé, il a été contourné, il a été foulé aux pieds. Voilà, votre idéologie républicaine a mis la France par terre. L'idéologie républicaine, elle a fait que la Corse ne s'effondre pas parmi les 20 régions. J'aimerais finir parce que vous m'avez coupé, mais j'aimerais bien terminer ma présentation. En une seconde, parce qu'on a quelqu'un qui nous appelle. Si j'introduis une communauté culturelle, linguistique dans la Constitution, ça veut dire que je crée une communauté et que cette communauté, pour des raisons d'égalité, je suis obligé de reconnaître toutes les communautés qui font valoir leur particularité dans la République. Les parents mettent leurs enfants à l'école d'Iwan parce que la fabrique du crétin de la République n'est pas capable de les... ça n'a rien à voir avec ce que je disais, la Terrico. Donc là, vous sortez des éléments de langage. Mais j'aimerais bien terminer mon propos parce que vous me coupez depuis tout à l'heure. Je vais donner la parole à Chantal. Chantal, vous nous appelez de Bastia, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour Chantal. Est-ce que vous êtes attaché au statut actuel de la Corse? Je voudrais qu'il soit un peu plus important que ce qu'il est aujourd'hui, pour le bon et simple raison qu'on est une île et qu'on n'a pas le même statut que les autres îles de France. Je ne parle pas d'Île-de-France, la région, je parle des îles de France, des dom-toms. Donc ça déjà, en tant qu'insulaire, nous avons les difficultés de tout insulaire. Alors moi, je veux bien qu'on me parle de la République, de tout ce qu'on veut, mais il n'y a qu'à voir dans quel état sont nos dom-toms. D'accord? Donc la France ne s'occupe pas beaucoup, en tout cas à Paris, les gouvernements, bien sûr, je ne parle pas du peuple français, que ce soit bien clair. Je fais le distinguo. Il n'y a qu'à voir à La Réunion, ils n'ont pas de l'eau potable de partout. À Mayotte, c'est le bazar. On a du pétrole en Guyane qu'on ne développe pas. Ça nous aurait bien servi. Donc, on est dom-tom, si c'est pour être sur une carte et venir passer les vacances au soleil, c'est pas ça de s'occuper de ces îles. Je veux dire, à un moment donné, Charles de Gaulle, il a perdu un référendum parce qu'il voulait décentraliser les régions. Je ne vois pas en quoi ce serait un danger si la France est forte, et ce que malheureusement elle ne l'est plus. Je ne vois pas où est le danger. Chantal, le temps qui nous est imparti, on a compris votre question. Je demande à Benjamin Morel de répondre. Mais on a compris votre question, Chantal, et merci pour votre témoignage. Alors, qu'il y a un problème d'égalité, notamment avec les Outre-mer, ça c'est une évidence. Après, ce qui est proposé pour la Corse, c'est pas un statut même au dom-tom, c'est un statut à la néo-calédonienne, qui encore une fois est un statut colonial. J'aimerais bien terminer quand même ma démonstration tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on introduit dans la Constitution avec ce projet? En un mot, je Benjamin. Oui, mais chaque fois c'est en un mot, vous me coupez 10 fois, je suis obligé de répondre, donc j'aimerais juste terminer ma démonstration. On introduit une communauté culturelle, linguistique dans la Constitution.
On n'a jamais introduit ça. La seule communauté qui est reconnue par la Constitution, c'est la communauté nationale. Moi, aujourd'hui, je suis enseignant. Si j'ai un étudiant qui vient me voir et qui me fait « Monsieur Morel, je veux que ma communauté soit reconnue dans la Constitution », je lui dis « La République ne reconnaît aucune communauté. La seule communauté qu'elle reconnaît, c'est la communauté des citoyens. » Demain, je lui réponds quoi au gamin ? Je dis, ah bah si, une communauté a été reconnue dans la Constitution, donc la tienne doit être reconnue aussi. Il y a des langues de la République, il y a le français, je termine, Péricot. Je termine, Péricot. Et auquel cas, eh bien, la République devient une addition de communautés. Soit je lui dis, écoute, toi, ta communauté, je suis désolé, mais on ne la reconnaît pas. Auquel cas, je reconnais des communautés et je les hiérarchise. C'est la définition juridique du racisme. Vous voyez bien, et c'est vraiment la définition juridique du racisme, hein. C'est-à-dire que c'est pas une invention de Benjamin Morel. C'est comme ça qu'on définit le racisme. Donc vous comprenez bien que là-dessus, quand on rentre dans ce jeu de comparaison, on rentre dans quelque chose de délétère. En Corse, le vrai problème, et là je rejoins madame, c'est un problème de développement économique. Voilà une île qui doit produire de la valeur ajoutée. Il faut de l'investissement économique. La Corse en elle-même n'a pas les capacités fiscales endogènes pour le faire. Il y a un vrai jeu de solidarité nationale avec elle. Comme avec les dom-toms, il faut faire de ces territoires de vraies chances pour notre République et pour notre nation. On conclura là-dessus, Benjamin Morel. Et de toutes les manières, vous reviendrez parce que ce débat est ouvert avec des parlementaires et puis des auditeurs qui pourront aussi témoigner de leur besoin d'appartenir et de s'identifier à un territoire de la République. Merci Benjamin Morel d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui et je vous dis très bientôt. Quant au nous, je vous dis à lundi. Demain, ça sera André Berkoff qui reprend l'émission et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt sur Sud Radio.